Les dossiers médicaux du comté de Jefferson, en Alabama, racontent une histoire qui bafouait toutes les règles de la médecine du 19e siècle. Un garçon de 12 ans, enterré vivant pendant 4 jours sous des tonnes de minerais de fer et de bois, est sorti de ce qui aurait dû être sa tombe avec des blessures que les médecins jugeaient foudroyantes. Pourtant, Thomas McGrady non seulement a survécu, mais il a supporté des mois d'expérience médicale de plus en plus brutales qui auraient tué des hommes adultes. Le chirurgien en chef de l'armée confédérée qualifia sa survie d'impossible sur le plan de la physiologie humaine, ce que les archives officielles ne disent pas pas. C'est pourquoi le jeune Thomas a disparu de tous les registres en mars 1863, ni pourquoi le docteur Harrison Webb, le médecin qui le suivait, a été retrouvé mort dans sa clinique, avec ses propres instruments chirurgicaux plantés dans la poitrine. Avant de continuer avec l'histoire de Thomas McGrady et des sombres secrets cachés sous la Tannahill Iron Works, assure-toi d'être abonné à notre chaîne et dis-nous dans les commentaires de quel état tu nous écoutes. Ces mystères américains nous relient tous des façons qu'on n'aurait jamais imaginées. La vérité sur ce qui s'est passé dans ces mines de l'Alabama allait remettre en question tout ce que la communauté médicale croyait savoir sur la survie humaine et révéler une conspiration qui s'étendait des champs de bataille de Virginie jusqu'aux salles d'opération de Birmingham. Le printemps 1862 amenait la désespérance dans les collines autour de Birmingham, en Alabama. La machine de guerre confédérée réclamait du fer, des tonnes de fer, pour forger des canons, des fusils et des rails de chemin de fer qui permettraient de maintenir la cause du Sud en vie. Les forges de Tannahill, nichées dans les vallées couvertes de pins à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la ville en plein essor, était devenu l'un des sites industriels les plus importants de toute la Confédération. Mais la guerre avait vidé la région de ses ouvriers les plus forts. Tous les hommes valides de 16 à 50 ans étaient en partie combattre les Yankees, laissant derrière eux une main-d'œuvre composée de vétérans grisonnants, de gamins à peine assez vieux pour manier une pioche, et d'esclaves dont les propriétaires les louaient aux mines contre une monnaie confédérée qui ne valait de moins en moins chaque mois. Thomas McGrady venait d'avoir 12 ans ce mars-là, mais ses mains étaient déjà couvertes de cicatrices après 8 mois passés à travailler dans les galeries les plus profondes du complexe de Tannahill. Son père, James McGrady, était mort à la bataille de Shiloh, laissant derrière lui une veuve et 3 enfants dans une maison de la compagnie qui serait reprise si la famille ne pouvait pas payer le loyer mensuel. La mère de Thomas, Margaret, faisait la lessive pour les mineurs célibataires. Mais le salaire de son fils, 50 cents par jour, plus des bons d'achat à dépenser au magasin de la compagnie, faisait la différence entre manger du pain de maïs ou ne rien manger du tout. Le gamin avait appris à lire l'humeur des montagnes, à capter les gémissements subtils et les mouvements qui annonçaient des instabilités dans les galeries. Les mineurs plus âgés respectaient son intuition, l'appelant « yeux de chat », pour sa capacité à se frayer un chemin dans les passages les plus sombres sans trébucher. Mais même les mineurs les plus expérimentés ne pouvaient pas toujours prévoir tout ce qui pouvait mal tourner dans ce réseau labyrinthique de puits qui fourmillait sous les flancs des collines. Le docteur Harrison Webb était arrivé à Tannahill en janvier 1862, avec ses diplômes en poche, le Collège de Caroline du Sud et une nomination comme médecin de compagnie signée par des officiels confédérés à Montgomery. À 34 ans, Webb avait ce genre d'intelligence vive et calculatrice qui le rendait indispensable à l'exploitation minière. Il savait remettre des os brisés par des effondrements, recoudre les blessures causées par des pioches et faire bosser les gars même quand la fièvre ou la dysenterie auraient dû les clouer au lit pendant des semaines. Les mineurs trouvaient Webb un peu inquiétant. Il posait trop de questions sur leurs blessures, prenait trop de notes et avait l'air plus intéressé par... Il passait plus de temps à examiner leurs blessures qu'à les soigner rapidement. Mais à une époque où n'importe quel soin médical valait mieux que rien, il supportait ses méthodes étranges et ses examens poussés. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le docteur Webb tenait 2 registres médicaux. Le dossier officiel destiné aux inspecteurs de la compagnie et aux médecins de l'armée confédérée qui venaient de temps en temps noter les traitements standards et les temps de guérison prévus. Mais caché dans un tiroir verrouillé de son bureau, Webb gardait des journaux détaillés remplis avec des observations, des mesures et des théories sur l'endurance humaine qui auraient horrifié ses patients s'ils avaient pu déchiffrer son écriture serrée. Le printemps 1862 avait été pluvieux et les ruisseaux de montagne qui filtraient normalement dans les galeries inférieures s'étaient transformés en torrents déchaînés.
L'humidité constante affaiblissait les étais en bois qui soutenaient les plafonds de la mine, et plusieurs petits effondrements avaient déjà coûté la vie à 3 personnes. Mais les demandes en fer de l'armée confédérée ne diminuaient jamais, et les chefs de mine poussaient leurs ouvriers à extraire le minerai dans des zones de plus en plus dangereuses. Thomas bossait de nuit, de minuit à midi, descendant dans des galeries qui plongeaient à plus de 60 mètres sous terre. Son taf, c'était de charger le minerai de fer dans des chariots en bois qu'on remontait à la surface avec des équipes d'ânes. Un boulot dur à crever qui lui coinçait les épaules et lui recouvrait les poumons de poussière métallique. Mais c'était un boulot honnête et ça empêchait sa famille de crever de faim. Le matin du 15 avril 1862, Thomas McGreedy allait descendre dans les profondeurs de la mine de Tannahill pour ce qui aurait dû être la dernière fois. L'explosion est survenue à 7h23 du matin, juste au moment où le soleil commençait à percer à travers la brume en Alabama. Thomas travaillait dans le puits numéro 7, le tunnel le plus profond et le plus productif de tout le complexe, lorsque les charges du chef de détonation ont explosé prématurément dans une galerie adjacente. Jeremiah Caldwell, le chef des détonations, était en train de poser des charges de poudre noire pour fracturer un filon de fer particulièrement résistant. La technique était risquée mais efficace. Percer des trous à des endroits stratégiques, les bourrer de poudre, allumer les mèches, puis se mettre à l'abri pendant que l'explosion pulvérisait des tonnes de roches. Mais ce matin-là, il y a eu un pépin. Peut-être que les mèches étaient trop courtes, ou alors l'humidité avait ralenti la combustion de la poudre. Quoi qu'il en soit, les charges ont explosé alors que Caldwell était encore dans le tunnel. Et la détonation n'a pas seulement fait tomber le mur de roche prévu, mais aussi des étais de plafond dans 3 puits adjacents. Thomas chargeait du minerai dans une brouette à environ 18 mètres de l'explosion quand la montagne a semblé se tordre autour de lui. Les étais en bois ont craqué comme des coups de fusil, et des morceaux de pierre gros comme des roues d'ailes de charrette ont commencé à s'effondrer du plafond de la galerie. La lampe à huile fixée sur sa casquette a vacillé puis s'est éteinte, le plongeant dans le noir total juste au moment où le fracas de la roche qui s'effondre résonnait partout. Il n'a eu qu'environ 3 secondes pour réagir. 3 secondes pour sauver sa peau ou mourir écrasé sous des tonnes de granit de l'Alabama. Des années plus tard, les survivants débattaient encore pour savoir si Thomas avait eu de la chance ou s'il avait été malin en faisant son choix. Quand le plafond s'est effondré autour de lui, il s'est jeté sous la tombereau en fonte qu'il était en train de charger. Un véhicule lourd en bois renforcé de bandes de fer. Conçu pour résister aux secousses du travail en mine, ce tombereau lui a probablement sauvé la vie, mais l'a aussi piégé. Quand l'avalanche de pierres s'est enfin calmée, Thomas s'est retrouvé coincé dans une poche d'espace à peine haute de 8 mètres et large de 1,20 mètres, avec la tombereau renversée formant un abri de fortune, un abri au-dessus de lui. Mais il était complètement prisonnier, enseveli sous des débris dans une tombe rocheuse à plus de 60 mètres sous la surface. À la surface, les secours ont commencé tout de suite. Le directeur de la mine, Edgar Pettigrew, a organisé des équipes de travailleurs qui ont attaqué les galeries effondrées avec des pioches, des pelles et même à main nue. Mais l'éboulement était énorme, remplissant presque un quart de mile de tunnels de pierre brisés. 5 hommes étaient postés coincés, dont Thomas McGreedy et le chef de chantier Caldwell, Margaret McGreedy. Elle veillait à l'entrée de la mine, le visage marqué par les larmes et la poussière froide, tandis qu'elle regardait l'équipe de secours travailler. D'autres épouses et mères la rejoignaient dans une foule grandissante de familles désespérées, espérant toutes un miracle qui ne venait jamais. Au 2e jour, l'espoir commençait à s'effriter. Au 3e jour, les sauveteurs creusaient avec plus de précaution, s'attendant à retrouver des corps plutôt que des survivants. Le docteur Webb observait les opérations de sauvetage avec un certain détachement clinique, prenant des notes sur les effets psychologiques. Le stress prolongé pesait lourd sur les familles, et il notait les effets physiques de ce boulot non-stop pour creuser chez les secours. Il était surtout curieux du comportement de Margaret McGreedy, et dans son journal intime, il notait en détail comment elle se détériorait physiquement et réagissait émotionnellement. Le matin du 19 avril, 4 jours après l'explosion, les équipes de secours ont finalement percé jusqu'au puits numéro 7. Ce qu'ils ont découvert, c'était juste inimaginable. Jeremiah Caldwell et 3 autres mineurs étaient morts, écrasés par des pierres qui tombaient. Mais Thomas McGreedy était vivant. Le gamin était inconscient quand ils l'ont tiré de sa tombe de pierre. Son corps était brisé et en piteux état. Les lèvres gercées à cause de la déshydratation, ses vêtements déchirés et ensanglantés. Mais il respirait.
Le Doc Webb a été appelé en urgence et son examen a révélé des blessures qui auraient dû être mortelles. 3 côtes cassées, son bras gauche fracturé en 2 endroits. Il avait une grosse commotion cérébrale et tout son corps était couvert de profondes coupures faites par des pierres tranchantes. Morceau, mais d'une manière ou d'une autre. Incroyable, Thomas McGrady était vivant après 4 jours sans nourriture, sans eau ni soins médicaux, coincé dans un espace qui aurait dû être sa tombe. Le docteur Webb a été tout de suite fasciné par la survie du garçon, et ça allait vite devenir une obsession qui les consumerait tous les deux. La nouvelle de la survie de Thomas McGrady s'est répandue comme une traînée de poudre dans le bassin minier de l'Alabama. Des mineurs qui travaillaient, là depuis des décennies, ont dit n'avoir jamais rien vu de pareil. 4 jours enterrés vifs. C'était le genre d'histoire de survie qu'on croirait sortie d'un roman à 2 sous plutôt que de la dure réalité de l'Alabama confédéré. Le Dr Webb a transporté Thomas à l'infirmerie de la compagnie, une baraque médicale rudimentaire installée dans un ancien bureau de mine près de l'entrée des ateliers de Tanahel. Le bâtiment abritait 4 lits, du matériel chirurgical basique et une petite pharmacie remplie de lordoum, de préparations au mercure et d'autres médicaments qui faisaient office de soins avancés dans l'Alabama rural. Pour la première semaine, Thomas sombrait sans cesse entre conscience et inconscience. Son corps luttait contre les infections de ses multiples blessures et peinait à se remettre d'une sévère déshydratation. Margaret McGrady ne quittait presque jamais son chevet, dormant sur une chaise à côté de son lit et acceptant la nourriture des autres familles de mineurs qui comprenaient en sa situation. Le Dr Webb encourageait sa présence constante, affirmant que les soins d'une mère étaient essentiels à la guérison. Mais l'intérêt de Webb pour Thomas dépassait largement les soins médicaux habituels. Chaque jour, il a passé des heures à examiner les blessures du garçon, à en mesurer la taille, à noter leur progression de guérison et à consigner des observations détaillées sur les signes vitaux de Thomas, ses réflexes et ses réactions à différents stimuli. Il a pris des photos des blessures avec un appareil photo rudimentaire qu'il avait commandé à Charleston, créant un dossier visuel qu'il disait destiné à la science médicale. Ces photos étaient inhabituelles pour plusieurs raisons. La plupart des médecins de l'époque n'avaient quasiment jamais accès à du matériel photo, et la documentation précise que Webb réalisait, c'était bien plus que ce qu'il fallait pour soigner un accidenté de la mine. Mais Margaret McRided, épuisée et effrayée, a accepté les explications de Webb, qui disait que tout ce qu'il faisait visait à aider son fils à se remettre. Peu à peu, Thomas reprenait connaissance et montrait une endurance physique remarquable. Ses fractures semblaient garder à guérir plus vite que ce à quoi Webb s'attendait. Ses blessures se refermaient sans les infections habituelles chez les victimes d'accidents de mine. Et sa guérison avançait à un rythme que, le médecin a noté dans ses carnets privés que c'était un cas jamais vu. Fin avril, Thomas était déjà assis dans son lit, mangeait des aliments solides et demandait quand il pourrait rentrer à la maison. Mais le Dr Webb tenait à ce que le garçon reste sous surveillance médicale. Il a convaincu Margaret que les blessures internes de Thomas étaient peut-être plus graves qu'elles en avaient trop l'air, et qu'une sortie trop tôt pouvait entraîner une détérioration rapide, voire la mort. Margaret, terrifiée à l'idée de perdre son fils après avoir failli l'enterrer, a accepté. Lui, il était d'accord avec la recommandation de Webb de prolonger le traitement. Le médecin a organisé pour que Thomas reste à l'infirmerie, sans date de sortie, avec tous les frais médicaux pris en charge par la compagnie minière, dans le cadre de leur programme d'indemnisation des travailleurs blessés. Ce que Margaret ignorait, c'est que dans les dossiers de la compagnie, Thomas McGrady était déclaré mort dans l'effondrement, avec les autres mineurs prisonniers. Officiellement, d'après les registres de la boîte et les rapports d'approvisionnement de l'armée confédérée, le gamin n'existait plus. Au début du mois de mai, Webb a commencé ce qu'il appelait des traitements thérapeutiques avancés pour assurer la guérison complète de Thomas. Ces traitements impliquaient des procédures médicales de plus en plus invasives que Webb disait indispensables pour éviter des complications à long terme dues aux blessures du garçon. Le premier traitement consistait en une saignée, c'est-à-dire l'élimination du sang corrompu, qui, selon Webb, empêchait une bonne cicatrisation. Avec un lancette bien tranchante, il ouvrait les veines de Thomas au bras et laissait le sang couler dans des bassines en métal, une procédure qui a laissé le garçon faible et étourdi. Quand Margaret a demandé si c'était vraiment nécessaire de retirer autant de sang à son fils déjà blessé, Webb lui a expliqué que la saignée, c'était une pratique médicale courante, recommandée par les meilleurs médecins de Charleston et Richmond.
Le deuxième traitement consistait à donner des préparations à base de mercure, que Webb assurait être efficaces pour prévenir l'empoisonnement du sang à cause des nombreuses blessures de Thomas. Le mercure était mélangé à de l'alcool et administré en doses qui provoquaient de fortes réactions. Crampes d'estomac, vomissements et diarrhée. Encore une fois, Webb a rassuré Margaret en lui disant que ses effets secondaires étaient normaux et montraient plein que le médicament fonctionnait pour purger les poisons du corps du gamin. À mesure que mai laissait place à juin, les traitements de Webb devenaient de plus en plus durs. Il a commencé à faire ce qu'il appelait des tests de tolérance, des procédures pour voir combien de stress physique le corps de Thomas pouvait supporter sans subir de dégâts irréversibles. Ces tests incluaient d'exposer le garçon à des températures extrêmes, administrer des doses contrôlées de différents poisons et le soumettre à un stress physique qui aurait été de la torture s'il avait été infligé à une personne en bonne santé. Margaret a commencé à douter des méthodes de Webb, mais les explications du docteur étaient toujours convaincantes. Webb soutenait que la survie de Thomas à l'effondrement de la grotte avait été tellement miraculeuse que des soins médicaux hors du commun étaient nécessaires pour assurer sa santé à long terme. Il laissait entendre que toute mère qui aimait vraiment son fils voudrait qu'il bénéficie du traitement médical le plus avancé, disponible, peu importe à quel point ces traitements pouvaient être désagréables. Mais tard le soir, quand l'infirmerie était calme et que Webb s'était retiré dans ses quartiers, Margaret entendait parfois son fils pleurer doucement dans son lit. Quand elle demandait à Thomas pourquoi il pleurait, il disait juste que les traitements faisaient trop mal et qu'il voulait rentrer chez lui. Les garçons semblaient devenir plus petits et plus faibles au lieu de devenir plus forts. Malgré les assurances de Webb que sa guérison suivait son cours normalement, en juillet 1862, 3 mois après l'effondrement, Thomas McCready était devenu le patient le plus suivi du docteur Harrison Webb et son secret le mieux gardé. L'été 1862 transformait les Alabama Hills en véritables fournaises et les travaux miniers à Tannahill ralentissaient pour laisser souffler les ouvriers qui s'écroulaient d'épuisement dans les tunnels étouffants. Mais à l'intérieur de l'infirmerie de la compagnie, les soins du docteur Webb continuaient avec une précision méthodique, à l'abri du monde extérieur derrière des murs épais en pierre et de lourds rideaux qui bloquaient à la fois la lumière du soleil et les regards curieux. Thomas, l'état était devenu une énigme qui occupait toutes les heures éveillées de Webb. La récupération initiale du garçon après l'effondrement avait été incroyable, presque surnaturelle par sa rapidité et sa complétude. Mais les traitements médicaux prolongés avaient d'elle révélé quelque chose d'encore plus fascinant. Thomas semblait avoir une tolérance au stress physique étonnante, qui dépassait la compréhension médicale. Dans son journal intime, Webb notait expérience après expérience avec le détachement clinique d'un scientifique naturel en train d'étudier un phénomène, un spécimen intéressant. Il a noté les réactions de Thomas à des doses croissantes d'opium, remarquant que le gamin pouvait supporter des quantités qui auraient assommé un homme adulte. Il a testé les limites de la tolérance à la douleur de Thomas en lui appliquant sur la peau des instruments en métal chauffé, mesurant combien de temps il pouvait supporter différents degrés de brûlure avant de perdre connaissance. Le plus étonnant, c'est que Webb a découvert que Thomas guérissait de ses interventions médicales plus vite que ce qu'on aurait cru humainement possible. Des blessures qui auraient dû mettre des semaines à Otastananahada cicatriser, fermées en quelques jours. La perte de sang qui aurait dû le laisser faible et anémié ne semblait avoir aucun effet durable. Même un empoisonnement délibéré avec des composés d'arsenic et de mercure ne provoquait que des symptômes temporaires avant que le corps du garçon ne neutralise d'une manière ou d'une autre les poisons. Margaret McCready regardait la transformation de son fils avec une inquiétude grandissante. Thomas devenait maigre et pâle. Ses yeux prenaient une expression hantée qui lui rappelait les soldats qu'elle avait vus revenir des pires batailles de la guerre. Il parlait de moins en moins, répondant aux questions par des mots simples ou de simples hochements de tête. Mais quand elle a demandé à Webb à propos de ces changements, le docteur lui a assuré que ce genre d'effet était normal chez les patients en convalescence après un traumatisme grave. L'esprit du garçon est en train de digérer le miracle de sa survie, a expliqué Webb lors d'une de leurs discussions. Ce genre d'ajustement psychologique est fréquent chez les patients qui ont frôlé la mort. Avec des soins médicaux continus, je suis sûr que Thomas sortira de ce traitement encore plus fort, pensait-il en meilleure santé que jamais. Mais les vraies motivations de Webb devenaient au clair à travers les lettres qu'il écrivait en secret à des collègues médecins du Sud et d'ailleurs. En utilisant un service de messagerie de l'armée confédérée qui transportait des fournitures médicales entre hôpitaux militaires,
Webb avait commencé à correspondre avec des médecins à Richmond, Charleston et même par des intermédiaires, avec des docteurs dans des villes du Nord comme Philadelphie et Boston. Ces lettres décrivaient une découverte médicale d'une importance jamais vue, une avancée humaine, être quelqu'un qui semblait avoir une résistance incroyable aux blessures, aux maladies et aux poisons. Une découverte comme ça, écrivait Webb, pourrait révolutionner la médecine militaire en révélant les secrets de l'endurance humaine et de la survie dans des conditions extrêmes. Mieux encore, Webb commençait à soupçonner que la constitution hors du commun de Thomas pouvait être reproduite chez d'autres personnes grâce à une intervention médicale contrôlée. Si on pouvait identifier les facteurs qui donnaient à Thomas ses capacités de guérison hors normes reproduits, les applications seraient illimitées. Des soldats capables de se remettre de blessures sur le champ de bataille en quelques jours au lieu de semaines. Des ouvriers pouvant encaisser des accidents industriels qui normalement seraient mortels. Une nouvelle génération d'humains adaptés à la dure réalité du 19e siècle. Les conséquences financières étaient tout aussi impressionnantes. Des découvertes médicales de cette importance pouvaient rapporter des fortunes aux médecins qui les documenteraient et les rendraient publiques. Webb avait déjà reçu des premières demandes d'infos de la part du monde médical, des universités et des boîtes pharma intéressées à acheter ces données de recherche, à condition que ces affirmations puissent être vérifiées par des observations indépendantes. Mais les courriers secrets de Webb avaient attiré l'attention de gens qu'il n'avait pas prévus. En août 1862, ces lettres étaient interceptées et lues par les espions confédérés qui surveillaient toutes les communications entre les établissements médicaux du Sud et les contacts ennemis potentiels. Le fait que Webb communiquait avec des médecins du Nord en pleine guerre a aussitôt suscité des doutes sur sa loyauté envers la cause confédérée. Le capitaine Marcus Bogart du service secret confédéré est arrivé à Tannahill le 15 août, soi-disant pour vérifier la sécurité des opérations minières. Mais en réalité, il voulait enquêter sur les recherches médicales un peu bizarres du Dr Webb et voir si ce médecin représentait un risque pour les opérations confédérées. L'enquête de Bogart a vite mis au jour des incohérences dans les dossiers officiels. Selon la compagnie minière, d'après les documents, Thomas McCready était mort dans l'effondrement d'avril et avait été enterré au cimetière de l'entreprise avec les autres victimes. Mais d'après les commandes de fourniture médicale de Webb, l'infirmerie soignait un patient de longue durée depuis plus de 4 mois, utilisant des quantités anormalement grandes de médicaments expérimentaux et de matériel spécialisé. Quand Bogart a confronté Webb à propos de ces incohérences, le docteur a expliqué qu'il menait une recherche médicale autorisée sous l'égide de l'armée confédérée, un département. Il avait sorti des documents qui avaient sa l'air officiel, lui donnant le droit de mener des enquêtes sur la médecine de terrain et les techniques de guérison des traumatismes qui pourraient aider les opérations militaires confédérées. Mais comme Bogart avait déjà eu affaire à des faux papiers, il se méfiait des documents de Webb. Et surtout, ces discussions avec les mineurs et les habitants du coin avaient pu fait remonter des rumeurs inquiétantes sur ce qui se passait à l'infirmerie de la compagnie. Plusieurs mineurs avaient dit avoir entendu des cris et qu'on entendait des pleurs venant du bâtiment médical tard dans la nuit. D'autres affirmaient que Webb achetait des fournitures bizarres, des instruments chirurgicaux, des composés chimiques et du matériel photo qui n'avaient rien à voir avec les blessures habituelles des mineurs. Le témoignage de Margaret McCready a fait le plus de dégâts, sous les questions posées calmement par Bogart. Elle a raconté des mois de traitements médicaux de plus en plus sévères, qui semblaient faits pour blesser son fils, plutôt que pour le soigner. Elle a avoué ses soupçons grandissants sur les méthodes de Webb inutiles et potentiellement dangereux, mais elle expliquait que sa peur de perdre Thomas l'avait rendue réticente à remettre en cause l'autorité d'un médecin. L'enquête de Bogart a abouti à une perquisition dans les appartements privés de Webb le 20 août. Caché derrière un faux panneau dans le bureau du docteur, les enquêteurs ont découvert le journal secret de Webb, ainsi que sa correspondance avec des contacts médicaux partout dans le pays. Les documents révélaient l'ampleur totale des expériences de Webb sur Thomas McCready et il prévoit de vendre ses découvertes aux plus offrants. Mais la preuve la plus accablante, c'était une série de photos montrant les blessures de Thomas et son processus de guérison sur les 4 derniers mois. Les images montraient des plaies, des opérations et des traitements médicaux bien plus graves que ce que ces blessures initiales à la grotte pouvaient justifier. Certaines photos révélaient des blessures apparemment infligées délibérément, avec un soin particulier à documenter leur guérison. Le capitaine Bogart a arrêté le docteur Harrison Webb pour haute trahison.
avoir mené des expériences médicales non autorisées et mis en danger d'enfants. Mais avant que Webb puisse être emmené à Richmond pour son procès militaire, ce qui s'est passé à l'infirmerie de Tannahill a pris une tournure imprévue. L'arrestation du Dr Webb a foutu un sacré bazar à la mine de Tannahill. Les officiers du renseignement confédéré ont bouclé l'infirmerie de la compagnie, saisi tous les dossiers médicaux et ont commencé à préparer le transport de Webb et de Thomas McGready à Richmond pour une enquête plus approfondie. Mais la complexité de l'affaire, combinée aux exigences constantes de l'effort de guerre, faisait que les procédures officielles allaient en être retardées de plusieurs semaines. Webb était enfermé dans une pièce gardée du bâtiment administratif de la compagnie minière pendant que les enquêteurs continuaient à rassembler des preuves. Thomas avait été transféré de l'infirmerie à la maison de l'entreprise familiale, où Margaret McCreaded pouvait s'occuper de lui, pendant que les autorités confédérées décidaient en quoi faire d'un enfant qui avait officiellement mort depuis 4 mois. Le retour du garçon à la maison aurait dû être un moment de joie. Mais Margaret était horrifiée par ce que les traitements de Webb avaient fait à son fils en quelques mois. Thomas pesait à peine 36 kilos. Son corps était couvert de cicatrices, résultat d'innombrables interventions médicales. Son comportement alternait entre des périodes de repli silencieux et des accès de rage soudains et incompréhensibles. Pendant sa première nuit à la maison, Thomas s'est réveillé en hurlant à cause de cauchemars sur des instruments médicaux et des liquides brûlants. Il refusait de manger, affirmant que la nourriture pouvait contenir des médicaments qui le rendraient malade. Quand Margaret a essayé d'examiner ses cicatrices, il a reculé sous son toucher comme s'il s'attendait à une douleur. Le garçon confiant et joyeux qui avait travaillé dans les mines avait été remplacé par un enfant traumatisé qui sursautait au moindre bruit. Mais au fil des jours, un truc inattendu a commencé à se passer. Loin des interventions médicales constantes de Webb, Thomas a commencé à se remettre, pas juste physiquement, mais aussi mentalement. Il a retrouvé l'appétit, a repris du poids et pour la première fois a commencé à parler en phrases complètes en quelques mois. Mais ce qui comptait le plus, c'est qu'il a commencé à poser des questions sur ce qui lui était arrivé et pourquoi. Margaret essayait de protéger son fils de toute la vérité sur les expériences de Webb. Mais les questions de Thomas devenaient de plus en plus précises. Il voulait savoir pourquoi le docteur lui avait donné des médicaments qui le rendaient malade, pourquoi certaines procédures avaient été douloureuses alors que Webb prétendait que c'était pour son bien, et pourquoi il avait été obligé de subir des traitements qui semblaient ne faits pour le faire souffrir plutôt que pour le guérir. À mesure que l'esprit de Thomas, la clarté est revenue, tout comme ses souvenirs des derniers mois. Il a commencé à détailler les procédures de Webb, racontant des conversations et des événements que Margaret n'avait pas vus puisqu'il s'était bien passé pendant son absence de l'infirmerie. Ces récits dépeignaient une maltraitance systématique déguisée en traitement médical, menée par un médecin qui voyait son patient plus comme un cobaye que comme un être humain. La guérison du garçon a aussi révélé autre chose, une colère brûlante qui semblait devenir de plus en plus fort chaque jour. Thomas avait commencé à piger qu'il s'était fait avoir, que sa confiance avait été trahie et que sa souffrance était délibérée et inutile. Le patient calme et docile, qui avait enduré des mois de torture, laissait place à un jeune gars dont la colère n'avait d'égal que sa détermination à faire en sorte que Webb ne blesse plus jamais un enfant. Pendant ce temps, la situation de Webb devenait de plus en plus critique. L'enquête du renseignement confédéré avait mis au jour des preuves de sa correspondance avec des médecins de l'Union, ses projets de vendre des recherches médicales à des acheteurs du Nord et sa falsification systématique de documents officiels. Les accusations contre lui incluaient maintenant trahison, espionnage et conduite indigne d'un officier confédéré, chacun de ses chefs pouvant entraîner une exécution par tribunal militaire. Mais ce qui préoccupait le plus Webb, c'était que Thomas McGready puisse témoigner contre lui. Les souvenirs détaillés du garçon sur les expériences médicales pouvaient confirmer les preuves trouvées chez Webb.Journal secret, donnant au procureur un dossier béton contre lequel il serait difficile de se défendre. Depuis sa détention surveillée, Webb a commencé à préparer son évasion. Il savait que le capitaine Bogart comptait le transférer à Richmond dans la semaine et qu'une fois arrivé dans la capitale des Confédérés, ses chances d'échapper à l'exécution seraient minces. Sa seule chance, c'était de filer avant que le transfert soit organisé. Mais pour ça, il fallait éliminer les témoins qui pourraient témoigner contre lui. Le soir du 3 septembre 1862, Webb a mis son plan d'évasion à exécution. Grâce à ses connaissances médicales acquises après des années à soigner des mineurs blessés, il a simulé des douleurs abdominales violentes.
comme s'il souffrait d'une appendicite ou d'une occlusion intestinale. Les gardes, craignant que leur prisonnier ne meure avant son procès, ont fait appel au médecin le plus proche, un vieux docteur de campagne nommé Samuel Hartley, qui habitait à 16 km du site minier. L'examen du docteur Hartley a confirmé les symptômes de Webb et il a recommandé une opération immédiate, prévenir des complications potentiellement mortelles. L'opération nécessitait de transférer Webb dans de meilleures installations et de retirer ses chaînes pour permettre un accès médical correct. Pendant la pagaille des préparatifs pour une chirurgie d'urgence, Webb a maîtrisé son collègue âgé, lui a volé sa trousse médicale et son cheval, puis s'est enfui dans la nature sauvage de l'Alabama. Mais l'évasion de Webb avait une destination précise. Avant de quitter définitivement la région, il avait l'intention de faire taire le seul témoin dont le témoignage pourrait complètement le détruire. Il savait où habitait la famille McGreedy. Il savait que Thomas était encore faible après des mois de mauvais traitements médicaux. Et il savait que la mort accidentelle d'un enfant pendant un cambriolage serait prise pour une violence ordinaire liée à la guerre, pas un meurtre organisé. Webb est arrivé chez les McGreedy juste après minuit le 4 septembre, avec la trousse médicale volée qui contenait les instruments chirurgicaux qu'il avait utilisés pendant des mois pour torturer Thomas. Il comptait faire passer la mort du garçon pour blessure subie lors d'un braquage, éliminant le témoin tout en se donnant un alibi pour s'enfuir. Mais quand Webb s'est approché de la petite baraque où Thomas dormait, il a oublié un truc super important. Le gamin qu'il avait passé des mois à harceler n'était plus ce gosse docile qui se laissait faire sans broncher pendant les soins. Thomas McGreedy attendait que le docteur Harrison Webb vienne le chercher. Et quand le médecin est enfin arrivé, le gamin était prêt. Le bruit du verre qui se brise. Le bruit a réveillé Margaret McGreedy en sursaut. Au début, elle a cru que ça venait de dehors. Peut-être un raton laveur renversant des bouteilles sur le porche du voisin, ou le vent qui faisait claquer des volets déchaînés de la maison de la compagnie. Mais quand elle a entendu des pas prudents marcher sur le sol de la cuisine, juste en dessous de sa chambre, elle a compris que quelqu'un était entré chez elle. Margaret a attrapé le fusil de chasse qui avait appartenu à son défunt mari, une arme qu'elle gardait chargée à côté de son lit depuis la mort de Thomas, de retour de l'infirmerie. Mais en s'approchant des escaliers à pas de loup, elle s'aperçut que son fils n'était plus dans son lit. Les couvertures étaient de rejetées, et les vêtements de Thomas avaient disparu de la chaise où il les avait laissés avant de se coucher. Le garçon avait entendu Webb arriver bien avant que sa mère ne se réveille. Des mois de torture médicale avaient aiguisé les sens de Thomas, le rendant hypervigilant au bruit, au mouvement et à tout changement dans son environnement pouvant annoncer un danger imminent. Il s'attendait à ce que Webb vienne le chercher, pas à cause d'une intuition surnaturelle, mais parce qu'il comprenait que supprimer les témoins était l'étape logique pour un mec condamné à mourir pour trahison. Thomas avait passé la semaine précédente à préparer cette confrontation. Grâce aux compétences acquises pendant 8 mois de boulot à la mine et 12 ans à survivre dans l'Alabama rural, il avait fabriqué des armes avec ce qu'il trouvait dans la maison de la compagnie. Un couteau de cuisine avait été affûté à la perfection sur une meule qu'il avait emprunté à un voisin. Des longueurs de corde avaient été coupées et nouées en piège capable de faire trébucher ou d'embrouiller un intrus. Le plus important, c'est que Thomas avait utilisé sa connaissance intime de la maison pour préparer des cachettes au gaz et des voies de fuite qui lui donneraient un avantage sur un adulte. Quand Webb est entré par la fenêtre de la cuisine, Thomas l'attendait, tapi dans l'obscurité derrière le poêle à bois, son corps collé au mur, dans une position qui le rendait invisible à quelqu'un qui arrivait de l'extérieur. Le gamin a regardé Webb bouger. Il avançait prudemment dans la cuisine, sa trousse médicale volée serrée dans une main et un scalpel chirurgical brillant sous la lumière de la lune dans l'autre. Le plan de Webb était simple, tuer le gamin vite fait bien fait, sans faire de bruit, puis mettre en scène la scène pour que ça ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. Il prendrait quelques objets de valeur dans la maison pour appuyer l'idée du vol. Puis il continuerait sa fuite vers la frontière du Tennessee, où il pourrait disparaître. Dans le chaos des déplacements liés à la guerre avant de remonter vers le nord pour vendre son matériel. Médical.recherche. Mais Webb avait fait une erreur, cruciale dans sa compréhension de sa victime. Les mois d'expérimentation médicale n'avaient pas brisé l'esprit de Thomas. Au contraire, il l'avait transformé en quelque chose de plus dur et de plus dangereux que tout ce que Webb aurait pu imaginer. Le patient docile qui s'était laissé torturer parce qu'il faisait confiance à l'autorité adulte n'existait plus. À sa place, il y avait un jeune qui avait compris que parfois, pour survivre, il fallait user de violence
et qui avait appris à voir les autres humains de la même manière. Le détachement clinique que Webb avait autrefois montré envers lui. Thomas laissa Webb fouiller les pièces du rez-de-chaussée, attendant que le médecin commence à monter les escaliers vers les chambres où il s'attendait à trouver ses victimes endormies. Juste au moment où Webb posa le pied sur la 3e marche, celle que Thomas savait craquer suffisamment fort pour couvrir d'autres bruits, le garçon sortit de sa cachette et frappa. Le couteau de cuisine s'enfonça dans le bas du dos de Webb avec la précision de quelqu'un qui avait regardé des interventions médicales pendant des mois, et connaissait l'anatomie humaine. Thomas visait le rein. Sachant qu'une blessure comme ça paralyserait sans tuer toute de suite, il voulait que Webb reste vivant et conscient pour ce qui allait suivre. Webb criait et titubait, son sac médical tombant par terre, laissant éparpiller des instruments chirurgicaux sur les planches en bois. Il tenta de se retourner vers son agresseur, mais Thomas avait déjà bougé, utilisant des cordes pour faire trébucher le médecin blessé et le faire dégringoler les escaliers en gémissant tasse sur le sol de la cuisine. Margaret Macready apparut en haut de l'escalier, tenant le fusil de son mari, mais ce qu'elle vit en bas dépassait tout ce qu'elle pouvait comprendre. Son fils de 12 ans se tenait au-dessus du médecin tombé. Webb tenait un couteau ensanglanté dans une main et ramassait les instruments chirurgicaux éparpillés de l'autre. Le visage du garçon ne montrait aucune émotion, ni colère, ni peur, ni satisfaction. Il avait l'air de quelqu'un qui accomplit une tâche nécessaire mais désagréable. « Thomas », murmura Margaret, « qu'est-ce que c'est que... Tu fais quoi ?» Le garçon leva les yeux vers sa mère avec un regard qui semblait bien plus vieux que son âge. « Il est venu pour nous tuer, maman, comme il a essayé de me tuer à l'infirmerie. Mais je vais pas le laisser faire du mal à qui que ce soit d'autre. » Webb était conscient, mais incapable de bouger à cause de la blessure au couteau et de sa chute dans les escaliers. Il regarda Thomas entre douleur et incrédulité. « T'arrives pas à comprendre », haleta-t-il. « J'essayais de t'aider. Les traitements, ils te faisaient. »« Plus fort, non », répondit Thomas calmement. « Tu voulais voir combien de douleurs je pouvais supporter avant de crever. Tu comptais vendre ce que t'avais appris à celui qui te paierait le plus. Et ce soir, t'es venu ici pour me buter, histoire que je puisse pas dire à qui que ce soit ce que t'as fait. » Le gamin commença à disposer les instruments chirurgicaux de Webb sur la table de la cuisine avec la même précision méthodique qu'il avait observée pendant des mois de procédures médicales. Scalpel, pince, cisaille à os et seringue étaient alignés en rangées bien ordonnées, chaque outil placé exactement comme Webb les avait toujours arrangés avant de commencer ses traitements. « Thomas, non !» Margaret suppliait du haut de l'escalier. « On va le balancer aux autorités. Le capitaine Bogart s'assurera qu'il soit puni. » Mais Thomas secoua la tête. Les autorités ne l'ont pas arrêté avant. Maman, elle savait ce qu'il me faisait, mais elles ont laissé faire parce qu'elles voulaient voir ce qu'il allait découvrir. Si on le dénonce, ils trouveront juste un autre docteur pour continuer ses expériences sur un autre gosse. Webb essaya de ramper vers la porte arrière, mais Thomas avait aussi prévu cette éventualité. D'autres cordes s'étalaient par terre, disposées de manière à embrouiller quiconque tenterait de s'échapper. Le médecin se retrouvait aussi bien piégé que Thomas l'avait été dans le puits effondré. « S'il te plaît, » murmura Webb. « J'ai de l'argent, des notes de recherche qui pourraient valoir cher. Je peux te rendre riche si tu me laisses partir. » Thomas prit un scalpel parmi les instruments alignés, testant sa lame contre son pouce d'un geste. Il avait vu Webb jouer des centaines de fois. « Tu m'as beaucoup appris sur la médecine, Dr. Webb. Tu m'as montré à quel point une personne peut souffrir avant de mourir. Tu m'as expliqué comment différents poisons agissent sur le corps humain. Tu as montré comment utiliser ces instruments pour infliger un maximum de souffrance, tout en gardant quelqu'un en vie. » Le garçon s'approcha de Webb, son visage restait impassible. « Maintenant, je vais te montrer à quel point j'ai été un bon élève. » Margaret Macready ferma les yeux et se détourna de l'escalier. Elle en avait vu assez de violence dans sa vie, avait perdu son mari à la guerre et avait failli perdre son fils à cause de tortures médicales. Elle savait que ce qui allait se passer dans sa cuisine, c'était de la justice, même si c'était une justice rendue par un enfant qu'on avait forcé à grandir trop vite. Les bruits venus d'en bas ont duré près d'1 heure. Quand ils ont enfin cessé, Thomas est monté dans la chambre de sa mère, s'est lavé le sang sur les mains dans son lavabo, puis s'est glissé dans le lit à côté d'elle. Comme il le faisait autrefois, il était beaucoup plus jeune, et le monde lui paraissait plus sûr. « C'est fini, maman », murmura-t-il. « Plus personne ne va nous faire de mal.
L'enquête officielle sur la mort du docteur Harrison Webb a conclu que le médecin avait été tué lors d'une tentative de cambriolage ratée chez les McGreedy. Le rapport du capitaine Board précisait que Webb s'était enfui de la garde des Confédérés et qu'il essayait apparemment de voler de l'argent et des objets de valeur pour financer sa fuite de la justice quand il a été surpris par le propriétaire et mortellement blessé lors de la lutte qui a suivi. Margaret McGreedy a confirmé cette version des faits, témoignant qu'elle s'était réveillée en découvrant un intrus chez elle et qu'elle avait utilisé le fusil de chasse de son défunt mari pour se défendre. Le fait que Webb ait été retrouvé avec des instruments médicaux volés et un sac contenant des objets pris dans le cabinet du docteur Hartley renforçait la thèse du cambriolage et laissait penser que le prisonnier évadé avait prévu une série de délits pour financer sa fuite. Thomas McCready Puakika, son rôle dans l'incident a été décrit comme minimal. Un enfant effrayé qui s'était caché pendant la confrontation et n'était ressorti qu'une fois le danger passé. Le capitaine Bogart a noté que le garçon semblait traumatisé par la violence à laquelle il avait assisté, mais a recommandé de ne rien faire de plus, à part s'assurer qu'il reçoive les soins appropriés pour les effets psychologiques de son épreuve. L'enquête de l'armée confédérée sur les expériences médicales de Webb a été discrètement close, avec la conclusion que le médecin avait agi sans autorisation valable et avait falsifié des documents pour cacher des recherches non autorisées. Le fait que Webb soit maintenant décédé éliminait la nécessité d'un procès militaire, et les responsables à Richmond étaient pressés d'éviter toute publicité qui pourrait nuire à la confiance dans les services médicaux confédérés. Le statut officiel de Thomas a été rectifié. Les dossiers ont été modifiés pour montrer qu'il avait survécu à l'effondrement de la mine et avait reçu un traitement médical légitime pour ses blessures. La compagnie minière a versé une indemnisation à la famille McGreedy, en guise de dédommagement pour cette expérience traumatisante, a permis à Margaret de déménager avec ses enfants à Birmingham, où elle a pu trouver du boulot dans l'industrie textile qui soutenait l'effort de guerre. Mais la vraie histoire de ce qui s'était passé à l'infirmerie de l'entreprise et de ce qui s'était déroulé dans la cuisine des McGreedy la nuit du 4 septembre est resté un secret bien gardé entre Margaret et Thomas. Le garçon n'a jamais parlé de ses mois de torture médicale et Margaret n'a jamais remis en question les détails de la mort de Webb. Certains secrets, ils savaient tous les deux, valaient mieux rester enfouis. Le déménagement de la famille McGreedy à Birmingham marquait le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Thomas trouva du boulot dans une usine textile, sa petite taille et ses réflexes rapides le rendant précieux pour manœuvrer les machines qui demandaient beaucoup d'attention aux pièces mobiles. Ses chefs remarquaient sa maturité hors du commun et sa capacité à garder son calme même sous pression, des qualités qui faisaient de lui un super employé malgré son jeune âge. Margaret s'est remariée en 1864 en pleurant, un contremaître de Moulin-Veuf, Robert Garrison, dont les propres enfants étaient morts du typhus pendant la guerre. Garrison était un homme gentil qui ne posait aucune question sur les cicatrices de Thomas ni sur le passé de la famille à Tannahill, les acceptant comme des réfugiés fuyant la violence qui avait touché toutes les familles du Sud. Au fil des mois, la santé physique de Thomas s'améliorait peu à peu. Les marques des expériences médicales de Webb s'estompaient doucement, même si elles ne disparaissaient jamais complètement. Plus importante encore, le garçon, sa guérison avançait régulièrement. Il avait recommencé à sourire, à jouer avec les autres gamins du quartier à Birmingham et à s'intéresser à des trucs qui allaient au-delà du simple fait de survivre. Mais ceux qui connaissaient bien Thomas ont remarqué que l'effondrement avait changé sa personnalité. Il avait une sorte de sixième sens sur la nature humaine, un don pour deviner les motivations et intentions des gens qui paraissaient presque incroyables pour un gamin de son âge. Il sentait quand les adultes lui racontaient des bobards, quand les situations devenaient risquées et quand les gens autour de lui ressentèrent de la peur ou de la souffrance. Cette sensibilité accrue a bien servi Thomas dans l'environnement dangereux de l'Alabama en temps de guerre. Il a échappé aux recruteurs confédérés qui cherchaient désespérément des jeunes pour des rôles de soutien militaire. Il a éloigné sa famille des quartiers où la violence montait. On aurait dit qu'il avait un instinct de survie qui les a gardés en sécurité pendant les dernières années chaotiques de la guerre de sécession. En 1865, alors que les forces de l'Union occupaient l'Alabama et que, quand la Confédération s'est effondrée, Thomas McCready avait 17 ans et bossait comme chef d'équipe à l'usine textile de Birmingham.
Ce qu'il avait vécu l'avait vieilli bien plus que son âge, mais ça lui avait aussi filé des compétences et du savoir qui allaient quant à lui servir pendant la reconstruction après la guerre. Thomas n'est jamais retourné aux forges de Tannahill, même si le site a continué à tourner sous le contrôle de l'Union après la guerre. Quand on lui demandait pourquoi il refusait de revoir l'endroit où il avait frôlé la mort, il répondait juste que certains endroits étaient tellement chargés de souvenirs qu'ils en devenaient presque pesants. Ceux qui cherchaient à lui tirer les vers du nez découvraient qu'il devenait vraiment fuyant dès qu'on parlait de son passé. Margaret Garrison, qui avait pris le nom de son nouveau mari, observait parfois son fils avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Thomas avait traversé des épreuves qui auraient pas débrisé la plupart des adultes, et il en était sorti un jeune homme capable, intelligent, avec un avenir prometteur. Mais elle savait aussi que sa survie avait un prix qu'on ne referait peut-être jamais complètement compris. Le garçon qui faisait entièrement confiance à l'autorité du Dr Webb ne faisait plus confiance à personne sans avoir bien observé et réfléchi. L'enfant, autrefois ouvert et bavard, était devenu quelqu'un qui partageait ses pensées avec parcimonie, et seulement avec des gens qui, avec le temps, avaient prouvé qu'il méritait sa confiance. Le plus important, c'est que Thomas avait compris que parfois, les bonnes personnes doivent faire des choses terribles pour se protéger, eux et les autres, du mal. Une leçon qui allait influencer sa manière de voir les choses. Des questions morales qui allaient le hanter toute sa vie. En 1867, Thomas épousa Sarah Caldwell, la fille d'un commerçant de Birmingham qui avait prospéré pendant le boom de la reconstruction. Sarah était attirée par le calme assuré de Thomas et sa réputation de mec fiable, capable de gérer des situations compliquées sans jamais perdre son sang-froid. Leur mariage donna 3 enfants, qui grandirent en entendant des histoires sur la façon dont leur père avait survécu à l'effondrement de la mine, sans jamais connaître toute la vérité, ce qui s'est passé après. Thomas est devenu un homme d'affaires qui a réussi, finissant par posséder plusieurs petites usines, employant des dizaines de travailleurs dans l'économie industrielle en plein essor de l'Alabama d'après-guerre. Ses employés le respectaient comme un patron juste mais exigeant, qui comprenait les dangers du travail industriel et insistait sur des mesures de sécurité que d'autres employeurs négligeaient souvent. Mais ce qui était surtout remarquable, c'est que Thomas McCready est devenu connu dans tout Birmingham comme quelqu'un de particulièrement protecteur envers les enfants. Situation dangereuse. Il intervenait souvent quand il soupçonnait que de jeunes travailleurs étaient maltraités ou exploités par leur patron. Il finançait une petite école pour les enfants orphelins dont les parents étaient morts dans des accidents de mine ou d'usine. Et il avait la réputation de réagir avec une violence surprenante quand il croisait des adultes qui menaçaient ou faisaient du mal aux enfants dont ils avaient la charge. Les forces de l'ordre locales avaient appris à gérer Thomas avec précaution quand ce genre de situation arrivait. Sa réputation de survivant d'épreuves incroyables, combinée à son statut d'homme d'affaires respecté, le protégeait généralement des graves conséquences juridiques quand ses interventions devenaient physiques. Plus important encore, la plupart des responsables reconnaissaient que les actions de Thomas, bien que parfois un peu extrêmes, étaient bien motivées par un véritable désir de protéger les plus vulnérables, et non par une intention criminelle. Les dossiers médicaux du traitement de Thomas par le Dr Webb n'ont jamais été retrouvés. Le rapport final du capitaine Bogart mentionnait que la plupart des matériaux de recherche de Webb avaient été détruits pendant la tentative d'évasion du médecin, même si les historiens pensent que certains documents ont peut-être été volontairement cachés pour éviter des questions embarrassantes sur les pratiques médicales confédérées pendant la guerre. En 1892, 30 ans après l'effondrement à Tannahill, un journaliste du Birmingham Age Herald a essayé d'interviewer Thomas McCready à propos de son histoire de survie incroyable pour un article sur les expériences locales de la guerre civile. Thomas a gentiment refusé l'interview, expliquant qu'il préférait se concentrer sur l'avenir plutôt que de revivre les événements traumatisants de son passé. Mais le boulot d'enquête du journaliste avait mis au jour des incohérences assez intéressantes dans les archives officielles. Dans des rapports médicaux de l'armée confédérée datant de 1862, on parlait de traitements expérimentaux faits sur des victimes d'accidents de mine, même si les détails précis avaient été censurés ou retirés. Plus intrigant encore, des revues médicales d'après-guerre contenaient plusieurs articles anonymes décrivant des cas bizarres de guérison accélérée et une tolérance à la douleur étonnante pour correspondre aux expériences de Thomas à Tannahill. Quand le journaliste a présenté ses découvertes à Thomas et lui a demandé son avis, la réponse de l'homme d'affaires a été brève mais cinglante.
Certaines expériences médicales ne devraient pas jamais être répétées et certains médecins ne méritent non plus de prendre en charge un patient. La guerre est finie, tout comme les hommes qui ont mené ces expériences. C'est tout ce qui compte maintenant. L'article du journaliste n'a jamais été publié. D'après les archives des journaux, c'est le rédacteur en chef qui a enterré l'histoire après avoir reçu des plaintes de plusieurs personnalités de Birmingham, pensant que ressortir des controverses de guerre nuirait à la réputation de la ville et à son développement économique. Thomas McGready est décédé en 1923 à 73 ans, entouré de ses enfants et petits-enfants dans la maison confortable de Birmingham qu'il avait construite grâce au profit de ses affaires. Son avis de décès dans l'Age Herald le décrivait comme un leader respecté de la communauté et survivant de la catastrophe de la mine de Tannahill, sans évoquer son parcours médical point traitement ou les expériences du Dr Webb. Mais parmi les papiers retrouvés dans le bureau de Thomas après sa mort, il y avait une boîte métallique verrouillée contenant une collection d'objets que sa famille n'a pas tout de suite réussi à identifier. Dans la boîte, il y avait plusieurs vieilles photos montrant des instruments médicaux et des opérations chirurgicales, une pile de notes manuscrites écrites dans ce qui semblait être l'écriture d'un médecin et un petit carnet en cuir rempli d'observations sur la tolérance à la douleur, la vitesse de guérison et l'endurance humaine. Le fils aîné de Thomas, James McGready II, envisageait au départ de donner ces documents à la Société historique de l'Alabama dans le cadre des papiers de son père. Mais après avoir lu les documents plus attentivement, il a jugé que certains aspects des expériences de son père étaient trop choquants pour être gardés à la vue de tous. Par un matin froid de février 1924, James McGready a allumé un feu dans son jardin et a brûlé tous les documents, photos et notes liées aux soins médicaux de son père en 1862. Il regardait les flammes dévorer les dernières preuves des expériences du Dr Webb, pensant à l'homme que son père était devenu et au prix que la survie demande parfois à ceux qui refusent de se rendre au mal. Les cendres s'éparpillaient au vent, emportant les derniers secrets de ce qui s'était vraiment passé à l'infirmerie de l'entreprise de Tannahill Iron Works pendant l'été 1862. Aujourd'hui, le site de Tannahill Iron Works est préservé comme un parc historique où les visiteurs peuvent explorer les hauts fourneaux, restaurer et en apprendre plus, la contribution industrielle de Schutte-du-Zisno, l'Alabama à la guerre de sécession. Les guides raconteront des histoires sur les conditions de travail dangereuses dans les mines du 19e siècle et le courage des familles qui risquaient tout pour soutenir l'effort de guerre. Mais ils ne parlent pas de la survie de Thomas McBride lors d'un éboulement, ni des expériences médicales du Dr Harrison Webb, ni de la confrontation violente qui s'est terminée quand un enfant a rendu sa propre justice à un homme qui l'avait torturé au nom de la science médicale. Certaines histoires, voilà, les responsables du parc expliquant, quand on leur demande que les légendes locales et le folklore sont trop controversés ou non vérifiés pour être inclus dans les présentations historiques officielles. Pourtant, parfois, tard dans la nuit, quand le parc est fermé et que les bâtiments restaurés sont vides dans l'obscurité de l'Alabama, des visiteurs ont raconté entendre des bruits venant apparemment de sous la terre. Des bruits comme des pics frappant la pierre, ou des poutres qui craquent sous un poids immense, ou des voix appelant à l'aide depuis des endroits où personne ne devrait être coincé. Et parfois, vraiment, parfois, quelqu'un dit entendre des bruits étranges venant de l'endroit où se trouvait autrefois l'infirmerie de l'entreprise. Des sons comme des instruments en métal qui s'entrechoquent, des pas qui avancent doucement dans des pièces obscures, ou la voix basse d'un enfant posant des questions qu'aucun gosse ne devrait jamais se poser. Les gardes forestiers mettent ces histoires sur le compte de l'imagination ou du vent qui circule dans les bâtiments restaurés, mais ils veillent quand même à faire leur ronde de sécurité à deux. Et j'ai appris à pas trop m'embêter à vérifier les bruits bizarres quand je me balade seul sur le site historique après minuit. Au fond, il y a des mystères qu'il vaut mieux laisser en suspens et des tombes qu'il vaut mieux pas déranger. Le gosse que la science n'a pas réussi à tuer avait bien pigé ça. Et peut-être qu'il continue encore à filer la leçon à tous ceux qui ont assez de cran ou juste assez de folie pour tendre l'oreille dans le noir là où son histoire a commencé. Cette énigme nous montre que les monstres les plus terrifiants sont souvent ceux qui se cachent derrière l'autorité et le respect, et que parfois, pour survivre, il faut une force que aucun manuel médical ne peut expliquer ou prévoir. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Tu trouves que ce que Thomas McBride a fait, c'était justifié? Ou tu crois qu'il y avait peut-être une autre manière d'arrêter le Dr Webb?
Laisse ton commentaire en dessous et dis-nous ce que tu penses de ce chapitre sombre de l'histoire de la guerre de sécession en Alabama. Si c'est en voir, cette histoire t'a plu et que tu veux en savoir plus sur les horreurs cachées, Histoire américaine, abonne-toi à notre chaîne, active la cloche pour les notifications et partage cette vidéo avec quelqu'un qui kiffe les mystères floutant la frontière entre faits historiques et cauchemars. À la prochaine vidéo où on plongera dans une autre histoire que les archives officielles ont essayé d'effacer.